Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire sur la formation continue. Donc, je suis Julien Leloup, directeur de la formation professionnelle à l'IRTS Île-de-France Montrouge-Neuilly-sur-Marne, Meaux. Bonjour, je suis Françoise Mille, chargée de mission pour la formation continue et les réponses aux appels d'offres. Donc, nous sommes très contents de pouvoir vous donner le plus d'informations possible sur la formation continue, qui est effectivement un type de formation qui n'est pas tout à fait configuré comme les autres formations au diplôme d'État que nous pouvons proposer au sein de notre organisme. La formation continue, elle s'adresse principalement aux professionnels qui sont majoritairement diplômés, mais pas que, on pourra y revenir, et qui ont des besoins de connaissances, de techniques à acquérir au regard de l'évolution, des politiques publiques, parce que nous sommes évidemment dans un champ mouvant, mais aussi au regard des besoins des publics. Nous voyons des problématiques évoluer. Alors, je prends comme exemple la protection de l'enfance et le handicap. Il est aujourd'hui assez fréquent d'accueillir dans les foyers de l'enfance, dans les dispositifs de protection de l'enfance plus largement, des enfants en situation de handicap, donc qui nécessitent des connaissances supplémentaires, connaissances du champ réglementaire aussi du handicap. Et tout cela fait que vous avez des besoins en continu et ça s'inscrit pleinement dans la formation tout au long de la vie. Si vous avez des questions, nous vous proposons de les mettre dans le chat et puis nous y répondrons à la fin de notre présentation. Alors, qu'est-ce que la formation continue à l'IRTS ? Donc la formation continue, c'est des formations qui sont souvent courtes, on va dire de 1 à 15 jours, réparties sur une année. Par exemple, ça peut être 15 jours, 1 à 2 journées par mois. C'est des formations qui sont non qualifiantes, on commence à avoir des formations certifiantes, mais pas forcément. C'est des formations qui vont, on développera tout à l'heure, mais qui vont répondre, comme Julien avait dit, à des spécificités qu'on rencontre sur le terrain. Dans ces formations, on propose aussi des formations pour les nouveaux diplômés, parce qu'on s'est aperçu que quand on commence à prendre un poste, on n'a pas encore tous les savoirs, ou parfois on peut rencontrer un problème sur le terrain et on a envie d'en parler avec d'autres personnes, mais pas forcément ses collègues qu'on rencontre. Donc on propose aussi des groupes de l'analyse de la pratique pour des nouveaux salariés. On reviendra dessus, mais on propose aussi dans la formation continue, on a aussi de l'analyse de la pratique professionnelle, du coaching. On organise aussi des conférences, des webinaires. Donc, on a fait une conférence sur la protection de l'enfance, sur la l'hiver. Donc, ça peut s'adresser, les conférences ça peut se faire en webinaire, donc sur plusieurs personnes. C'est-à-dire, on peut même aller jusqu'à 600 personnes, c'est-à-dire former tout un service, toute une équipe, quitte à ensuite reprendre certains éléments en fonction des métiers. Et puis, on accompagne aussi sur la réécriture des projets, pour les associations, pour le service. Voilà. Tout le temps, c'est toujours nos formations et l'accompagnement à réécriture des projets sont toujours participatifs. C'est-à-dire, on amènera toujours les salariés c'est pas descendant, on va les amener dans notre réflexion et ils participeront à la réflexion et à la réécriture. Ce qu'il est important de retenir, c'est que la formation continue, on n'est pas sur une application des référentiels de formation tel qu'on peut le faire sur des formations diplômantes. Là, nous sommes vraiment dans des propositions de formation au regard des enjeux que les professionnels côtoient sur le terrain, mais aussi au regard de l'évolution des besoins des publics, parce que naturellement, cette formation continue, elle a pour objectif l'amélioration des prestations à destination des publics vulnérables. Alors, qui est l'IRTS Montrouge-Neuilly-sur-Marne, Meaux? Parce que souvent on entend IRTS. IRTS, c'est Institut Régional de Travail Social. Il y en a un par région. Donc, parfois on peut rencontrer un autre IRTS. Nous sommes des instituts qui travaillons dans la même optique, mais nous sommes séparés les uns des autres.
L'IRTS de Montrouge-Neuilly-sur-Marne s'est développé puisqu'il y a un dernier site sur le 77 à Meaux qui a été créé bientôt 1 an. C'est ça, nous avons accueilli notre première promotion en septembre 2026. Alors c'est un élément important, hein, c'est de montrer aussi le sérieux de l'IRTS parce que malheureusement aujourd'hui, à l'échelle du territoire national, on voit plutôt des organismes de formation au travail social disparaître. Malheureusement, nous, les pouvoirs publics nous ont fait confiance pour que nous puissions ouvrir un nouveau site, hein, ce qui est extrêmement rare, donc en Seine-et-Marne, dans la ville de Meaux. Alors, l'IRTS, c'est une fondation qui a été créée il y a 125 ans et qui a toujours évolué, qui est partie sur une école d'assistante sociale infirmière et on a évolué et s'est développé. Et ça montre aussi qu'on est toujours dans des idées d'innovation, de projets. Nous avons été sollicités par les ASH sur une formation intervenir en logement diffus, qui montre aussi des formations sur des nouvelles problématiques. Nous formons à peu près plus de 2500 personnes Chaque année. Chaque année, oui, à la fois sur la formation continue, mais c'est aussi sur les formations initiales, sur les formations en apprentissage et sur des formations sur chef de service, formation supérieure. Donc on a un large panel sur des formations sociales, médico-sociales et aussi sanitaires. Notamment, nous avons les formations sur les soins d'urgence. C'est ça, dans le cadre de la formation continue. Voilà. Et puis les soins d'urgence en crèche, donc quelque chose aussi spécifique. Et puis sur les assistants médicaux. Assistants médicaux, et on peut aussi tout à fait proposer dans le cadre de la formation continue, premier secours en santé mentale, qui est un module de formation proposé aux apprentis, en formation chez nous, mais qui pourrait tout à fait être ouvert aussi aux professionnels dans le cadre de la formation continue. Et nous sommes certifiés Calliope, donc l'importance de la certification Calliope, c'est que nous respectons des normes et des process, et de ce fait, nos formations peuvent être remboursées par les OPCO. C'est un incontournable. Et ce qui permet aussi de pouvoir répondre aux appels d'offres dans le cadre des marchés publics. Alors, les professionnels qui vont être concernés par la formation continue, c'est des personnels qui sont en poste. C'est aussi les nouveaux salariés, parce que, comme on a dit, on peut avoir fait des stages, avoir une bonne connaissance ou avoir fait des apprentissages dans un domaine, et puis on change de structure et on était sur l'hébergement et on passe en AMO, donc il va falloir avoir d'autres compétences, de connaître aussi des lois du secteur qu'on ne connaissait pas. On peut aussi avoir... on fait aussi de l'analyse systémique, on va avoir d'autres outils qui sont sur des entretiens, parce qu'on peut aussi avoir pris en charge du collectif, et puis après, on a un nouveau travail, on a besoin plus des entretiens individuels, et donc là, on a des techniques d'entretien, et donc c'est l'occasion de se former ou de se reformer. On s'adresse aussi, ça peut être des salariés non diplômés. Donc, on crée aussi des essentiels, c'est-à-dire qu'on arrive on sait qu'il y a des problèmes de recrutement, que des personnes ont des compétences qu'ils ont eues dans d'autres métiers, mais qu'ils arrivent dans notre secteur sans diplôme. Et donc, on va faire un minimum, c'est-à-dire créer entre minimum 5 jours, et puis ça peut être plusieurs modules sur l'autisme, sur la protection de l'enfance, sur ce dont on aura besoin, parce que nos formations, elles ont une spécificité, c'est qu'on va répondre sur du mesure. On va vraiment répondre même si c'est global sur la protection de l'enfance, ça sera pas répondre par rapport à son lieu de travail et son lieu de profession. Ces formations-là peuvent être aussi proposées, normalement les certifications étaient aussi les formations certification, ça peut être des bénévoles, des élus, des salariés aussi, et l'idée ça peut être aussi de faire des formations avec le conseil d'administration, les salariés. Donc nous on va s'adapter au public, même s'il est assez varié. On a un objectif commun, c'est répondre au mieux aux personnes qu'on accompagne.
On a aussi des formations en inter. C'est des formations qu'on fait sur nos sites, Neuilly-sur-Marne, Montrouge, qui peut être sur le recrutement, sur le travail social collectif, sur la gestion complexe, sur l'analyse systémique. Voilà, sur notre site, vous verrez nos formations, elles sont spécifiées quand c'est en inter. Et sinon, toutes nos formations sont en intra, ce qu'on appelle en intra, c'est sur le site des établissements. Mais ça peut être aussi une association qui propose à ses salariés de venir dans nos locaux. Donc maintenant, on a des locaux sur Meaux, sur Neuilly et sur Montrouge, et on organise pour une association des formations dans le cadre, ce qui permet de se détacher du travail. Donc globalement, ce qu'il faut effectivement retenir en quelques mots, c'est que la formation continue est effectivement proposée à des personnels en poste, peu importe quel type de contrat, peu importe quel type d'implication, mais en tout cas, ce sont pour des personnels en poste. Donc ça, c'est le dénominateur commun. Et ensuite, on va décliner les contenus au regard des attendus de chacun. C'est-à-dire qu'on peut faire des formations dans le cadre de l'accompagnement au changement de fonction. On peut voir que dans des établissements, des travailleurs sociaux peuvent prendre un poste de cadre intermédiaire et donc ça nécessite un accompagnement spécifique. On peut aussi proposer de la formation continue adaptée à des personnes qui deviennent salariés mais qui n'ont aucune expérience ni formation dans le champ du travail social. Donc là, ça va être aussi à la carte. Françoise évoquait les essentiels. C'est vraiment considérable et important parce que il y a la question de la responsabilité notamment. Quand on exerce dans le champ de la protection de l'enfance, par exemple, ou dans le champ du handicap, on a quand même une responsabilité importante au quotidien. Et donc, c'est bien d'avoir quelques éléments quand même de connaissance sur ces sujets. Et puis, cette formation, elle est dispensée soit dans nos murs, soit chez les employeurs. L'objectif des formations, c'est d'améliorer les compétences des travailleurs sociaux, c'est-à-dire qu'on est compétent, on est au quotidien avec les publics qu'on accompagne, mais on a besoin toujours de s'adapter. Le public change, les lois changent, les modes de prise en charge changent, donc la formation continue, c'est vraiment une adaptation et d'améliorer ses compétences. Les publics sont nouveaux, comme avait dit en introduction Julien. Il y a avant, il y avait dans les secteurs de la protection de l'enfance que des enfants qui étaient en protection de l'enfance. Maintenant, on s'aperçoit qu'il y a des troubles neurodéveloppementaux, il y a dans les IME des personnes qui sont suivies à la protection de l'enfance. Comment on travaille avec les familles, comment on travaille avec les familles d'accueil. Voilà. Et c'était des sujets qui étaient peu abordés quand on travaillait dans le secteur du handicap particulièrement. Donc il y a aussi des nouveaux enjeux, des développements d'associations, des regroupements. Donc on va répondre à tous ces besoins-là par l'intermédiaire des formations, de la réécriture des projets. On a aussi des nouvelles pratiques. C'est aussi s'adapter au poste quand on est nouveau. C'est une nouvelle culture dans l'établissement, c'est une nouvelle façon de travailler. On peut passer d'un dossier papier dans un établissement, on change de métier, on change de poste et on arrive à des dossiers numérisés. Donc la formation peut accompagner sur toutes ces nouveautés. C'est un objectif quand même toujours in fine à l'amélioration de la qualité du service rendu, c'est-à-dire que plus on sera adapté, plus on pourra répondre au mieux aux personnes, les associés. Actuellement, on parle beaucoup de la participation, mais il ne s'agit pas de dire qu'on fait participer les personnes, c'est comment on les fait participer, comment on va pouvoir changer nos pratiques pour ce que la personne, ce qu'elle va dire et la place qu'elle a, ça va modifier comment on va modifier nos plannings, nos prises en charge, les horaires, parce que ça peut avoir aussi des effets sur les horaires. Donc c'est comment comprendre aussi que avant c'était du descendant, c'était l'équipe professionnelle qui décidait, et maintenant comment on va co-construire. On a aussi des formations sur la pérédance, et voilà, c'est des choses, c'est des choses un peu nouvelles, c'est des prises en charge différentes, et c'est aussi quelle est la place
un moment, la personne avec qui on travaille n'est plus forcément un autre salarié, mais ça peut être une personne qu'on accompagne, qui a été formée pour avoir un autre regard sur l'accompagnement ou pour faire des entretiens. Donc, on voit bien que notre secteur a toujours évolué. On voit bien, parce que nous, on est une école qui a 125 ans. Et donc, c'est s'adapter à toutes ces évolutions-là qui arrivent au compte-gouttes. Et puis, tout d'un coup, il faut pas se laisser rattraper par le temps qui passe. La formation aussi, un objectif, c'est d'avoir une harmonisation dans les pratiques. Et puis, ça redynamise parce que d'être ensemble autour d'une table, d'avoir moins d'enjeux, voilà, on est dans un autre contexte et ça permet de parler aussi d'autres choses, de rencontrer d'autres professionnels. Et donc, ça crée de la cohésion d'équipe, ça aussi. Et puis, on a aussi des formations qui favorisent la cohésion d'équipe sur du coaching d'équipe, du co-développement. Et tout ça, ça participe à la qualité de vie au travail. Parce qu'on va, quand on est dans une forme de difficulté, ça permet de non pas se confronter direct à la difficulté, mais de l'anticiper, d'avoir confiance avec ses collègues, les autres salariés, parce que on est autour d'une table, on a pris un café ensemble dans un autre contexte, et là on se dit oui, cette personne-là, je peux lui dire à quel moment je dois passer le relais. Donc c'est toutes ces formations-là qui participent en sous-texte aussi à la qualité de vie au travail, la cohésion d'équipe et l'harmonisation des pratiques. Alors, dans les objectifs, ce qu'il est important aussi de préciser, c'est que ce que la formation continue n'est pas. La formation continue ne va pas donner une réponse précise à un besoin que vous rencontrez spécifiquement dans un accompagnement quotidien. La formation continue fait réfléchir, nous met en situation d'observer notre propre pratique. Ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. Plus on anticipe les besoins à venir, plus les effets seront positifs. Si nous avions naturellement des réponses à toutes les questions que vous vous posez dans votre quotidien professionnel, on en aurait fait un ouvrage. Et on le vendrait et on serait peut-être rentier, en tout cas l'IRTS. L'idée, c'est vraiment aussi la formation continue, comme le disait Françoise, de ne pas être descendante, mais de faire participer chacune et chacun des participants à la formation à la construction de sa propre réponse et de l'évolution de sa propre pratique professionnelle. Et ça, c'est vraiment important de le souligner parce que vous venez avec des attendus individuels ou collectifs lorsqu'un employeur décide de proposer une formation à destination d'une équipe qui exerce dans son établissement. Mais ce qu'il est important d'avoir à l'esprit, c'est vraiment ça. On vient pas avec des questions, je veux une réponse là, je veux une réponse là, je veux une réponse là. Ça ne marche pas comme ça. Nous travaillons avec l'humain, qui est notre matière première au quotidien. Et ça, c'est important d'avoir cette idée, cette dimension-là à l'esprit quand on vient en formation continue. Alors, comment mettre en place cette formation? Comment on va déployer la formation continue? Il y a d'abord une première étape qui va être identifier les besoins. L'identification des besoins se fait dans l'établissement. C'est une étape importante parce que c'est ce qui va, c'est un peu comme dans une maison, c'est la cave, on la voit pas, mais c'est les fondations, mais c'est quand même, c'est ce qui permet de faire tenir la maison. Et plus les besoins sont repérés, sont précisés, plus la formation va être adaptée, et c'est un peu comme du sur-mesure. Plus on prend bien les mesures au départ, plus le vêtement va être adapté, va bien tomber. Donc ça, c'est une partie qui est importante. Elle peut répondre aussi à identifier des problématiques et de ce fait, rencontrer sur le terrain, parfois ça peut être aussi de l'anticipation en se disant ça c'est mon axe de travail, ça va être notre axe de travail. Avant de démarrer un axe de travail, on va comprendre les enjeux. Si on commence à se dire il faudrait qu'on travaille avec de la paire et danse, c'est commencer une formation sur la paire et danse, que c'est, comment on peut participer, comment on va y réfléchir. Ça peut être aussi une problématique qu'on a rencontrée sur le terrain.
Et donc, à ce moment-là, c'est de se dire, bon, ben voilà, on a rencontré ce problème, comment on va y réfléchir, qu'est-ce qui nous a manqué, et c'est de comprendre les concepts. Donc, à partir du moment du moment où on a trouvé la thématique, on a aussi sur notre site toutes les thématiques auxquelles on peut répondre, hein. Ça va de la petite enfance, ça peut être sur le sommeil, sur l'accueil d'un nouveau salarié, écrire une charte, parce qu'on s'est peut-être dit, bah, tiens, il y a des salariés qui sont arrivés, qui sont repartis, bah, comment on peut les fidéliser? Ça appartient à une partie sur la partie management RH, mais aussi une partie, c'est comment on accueille un nouveau collègue, qu'est-ce qu'on lui donne comme outil, comment on est avec lui, de comprendre que il a peut-être pas tous les codes. Donc ça va être de comprendre toutes ces problématiques-là. Donc à partir d'une fiche formation qu'on a sur notre site, on peut aussi l'adapter aux situations vécues sur le terrain. Et puis on va faire, ça peut être aussi une formation qui se développe sur plusieurs années ou sur 2 ans. On l'a commencé en septembre, on l'a fini sur un mois de mars. Elle peut avoir 12-15 jours, ce qui permet d'avoir son plan de développement sur 2 années. C'est peut être aussi sur former des équipes les unes derrière les autres. Ça veut dire, on se dit, cette formation-là, je pense à plusieurs thématiques qu'on a eues sur l'interculturalité, sur l'analyse transactionnelle. On forme une équipe, puis après on forme une deuxième équipe, et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, tout le monde est formé à la même pratique, à la même réflexion. Il faut anticiper la formation. Plus elle est anticipée, plus ça permet que les personnes sachent qu'elles vont être en formation, qu'elles vont réfléchir sur le terrain, ce que ça pourrait leur donner comme outil. Donc, on peut toujours on en reparlera, créer une formation et la démarrer un mois et demi après, mais on peut, dans le meilleur des cas, la réfléchir plusieurs mois en amont. Elle est bien ficelée, les dates sont réfléchies pour que les personnes soient disponibles, qu'elles soient pas en vacances, qu'on n'arrive pas, on se dit, il y avait 15 personnes inscrites, mais il y en a 5 qui sont en vacances. Voilà, donc ça permet d'anticiper. Et puis de bien communiquer en amont sur la formation. Donc c'est tout un process, parce que sur les objectifs, sur les attendus, et puis nous on fait une proposition qui est très claire, très précise, ce qui permet ensuite, après, une fois qu'on a signé ensemble, de proposer un programme qui est quand même vraiment adapté à chaque service. Il y a des formations qui sont obligatoires, mais il y a aussi des formations qui ne sont pas obligatoires et qui sont construites en amont. Mais plus la formation est réfléchie, construite, précise, mieux elle se déroulera. Et en fait, souvent, on fait une évaluation de fin de formation, mais en sous-texte, plus une formation qui s'est bien déroulée, c'est qu'elle a été bien construite. C'est comme je disais, une maison, c'est pas que le toit qu'on va regarder, mais si le toit est bien stable, c'est que les fondations et les murs, ils ont été bien solides. Et une formation, ça se construit, c'est-à-dire que qui on va choisir la formation. De plus en plus, il y a des formations qu'on oblige aux professionnels d'être en formation. Ils n'ont pas l'habitude, et des fois, ils ont un peu... on n'a pas envie d'aller en formation, on m'a obligé, voilà, on arrive, on n'est pas content, mais il faut se dire que c'est plutôt une chance. Et c'est aussi, si on a choisi quelqu'un, c'est de lui expliquer pourquoi on l'a choisi. Une fois, on a rencontré des Japonais. Eux, la formation, c'est quand on a défailli dans son travail. Nous, c'est plutôt l'inverse. C'est qu'on se dit, tiens, cette personne, elle travaille bien, on va encore plus la monter en compétence, on va encore plus s'adapter, et comme ça, elle sera encore meilleure. Donc, il faut vraiment le voir comme un outil, un levier RH, mais aussi se dire, si j'étais en formation, c'est vraiment une chance. Et c'est aussi une chance dans l'avenir, parce que quand on veut changer de métier, si on montre qu'on a été régulièrement en formation, qu'on a réfléchi sur son travail, qu'on a amélioré ses compétences, on est plus opérationnel. Et puis, c'est aussi un moyen de prévenir les risques d'usure professionnelle. La formation permet, évidemment, de rester dans une posture dynamique et évite justement alors les burn-out, les bore-out et les turnovers au sein des équipes. Donc, dans la formation continue, on a dit aussi qu'on avait de l'analyse de la pratique professionnelle. On a beaucoup déployé l'analyse, ces différents groupes.
On la déploie sur des associations entières, sur des groupes, dans des structures très différentes, tant dans les crèches, en EHPAD, dans des établissements de tout type. Là aussi, l'analyse, la pratique professionnelle, le but, c'est pas d'envoyer quelqu'un quelque part et discuter, c'est travailler en amont aussi. On a des objectifs dans les analyses professionnelles. On fait aussi un bilan, ce qui permet de montrer, on dit pas forcément tout, mais montrer les points sur lesquels la formation, l'analyse a porté. Donc c'est important aussi quand on choisit l'analyse professionnelle de pas hésiter à dire qu'il y a des problématiques qu'on rencontre dans les établissements et sur lesquelles ça serait intéressant d'amener les professionnels à réfléchir. On propose aussi de la supervision la supervision ça peut être aussi sur un moment un conflit qui a été là, et donc de proposer aussi de la régulation sur 3-4 séances. Voilà, ça peut, là, à ce moment-là, on met ça assez rapidement en place pour que le conflit ne dégénère pas, ne prend pas de l'ampleur, scinde les équipes. Voilà, c'est des outils qui sont à portée des managers et au profit de la qualité de vie au travail des équipes, pour que, voilà, il y a quand même beaucoup d'outils en main. Dans l'analyse des pratiques, on a donc la pratique pour dans la législation auprès des crèches, 6 heures de D'analyse de pratique. pratique. On peut en faire plus, mais on peut s'adapter, en faire seulement 6 heures en formation. Et on a aussi de l'analyse pratique qu'on appelle entité, qui se retrouve sur notre site, qui est très explicité. L'idée, c'est de se dire que l'analyse pratique souvent est reprise d'une séance sur l'autre, et les groupes sont souvent les mêmes. Mais on s'est aperçu que dans la réalité du travail, entre les personnes qui travaillent le week-end, qui sont en repos la semaine, celles qui sont dans les services en continu, qui sont en vacances à tous les moments de l'année, d'avoir un groupe constitué d'une fois sur l'autre, c'était pas forcément réalisable et réaliste. Et donc, c'est chaque groupe d'analyse de pratique est clos pendant la séance. Donc, dans les séances de 2 heures, 2 heures et demie, on prend une situation en début de séance et elle est analysée et elle est close au moment de cette séance. Ce qui demande une réorganisation au sein des équipes, parce qu'on peut avoir inscrit plus de personnes pour qu'à chaque séance, il y a une douzaine de personnes. Mais ça nous demandait aussi, nous, en tant que nos intervenants, comprennent aussi la spécificité. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils ont dû se former à cette spécificité du gap entité. Donc, c'est toujours la même chose. Le gap, on propose des dates. C'est important de les fixer à l'avance, de pas trop les bouger, parce qu'après, on sait plus où on en est. Donc, et ce qui permet d'avoir une régularité dans les équipes, une anticipation. Ça veut dire que quand on sait à l'avance que le gap, ça sera toujours telle date, nous, on les fixe les 10 dates au début. On peut les modifier, mais le mieux, c'est moins les modifier, parce qu'à un moment, il y a un peu, on sait plus si c'était l'ancienne, la nouvelle. Mais ça permet aussi, quand on arrive au gap, d'avoir réfléchi, de s'être amené, de se dire qu'est-ce que j'ai rencontré, et d'anticiper. C'est important. Hein. L'analyse des pratiques n'est pas une formation en tant que telle. C'est plus un accompagnement à la réflexion de sa pratique professionnelle. On peut au quotidien rencontrer des situations qui nous font écho, qui nous ont mis mal à l'aise. Et l'idée, c'est de partager ça avec un analyste de la pratique professionnelle, de décortiquer un petit peu ce qui s'est joué, mais aussi avec l'appui, le soutien et la réflexion du collectif. C'est extrêmement important, parce que on ne peut rester isolé dans ces pratiques. Vous savez, quand on est en formation de travailleurs sociaux, il y a des stages. Par définition, le stage, on est sous l'observation de quelqu'un, qui est son référent de stage. Qu'est-ce qui change entre le moment où on n'a pas son diplôme et le lendemain où on l'a ? On perd justement cette situation où on est en observation. Et on peut
évaluer, entre guillemets, la pratique professionnelle. Et donc là, l'idée de l'analyse des pratiques, c'est vraiment cela. C'est d'avoir un temps pour soi, au sein du collectif, pour pouvoir ramener de la matière à réfléchir. Et dans l'analyse des pratiques, c'est vraiment chaque participant qui y amène la matière qu'il souhaite traiter. Donc ça, c'est extrêmement important d'avoir à l'esprit cette différence finalement entre le besoin initial qui est celui de se former, d'acquérir des connaissances, des compétences, de l'expertise, et de l'autre d'avoir ce besoin d'être accompagné dans sa réflexion professionnelle, en tout cas autour de la pratique. Et puis on peut avoir des pratiques différentes et c'est l'occasion d'expliquer pourquoi je fais comme ça, pourquoi tu fais comme ça, et de se mettre d'accord en ne disant pas mon collègue il est pas bon, voilà, on se met autour de la table et on comprend derrière chaque pratique quel sens on y a mis, parce que c'est un travail où on y apporte du sens, à la fois de la technicité mais aussi du sens. La formation continue aussi peut amener aussi à se dire tiens, il nous manque la formation continue, donc ça c'est bien, l'un va avec l'autre. C'est-à-dire qu'on peut se dire tiens, on a parlé d'un sujet par exemple sur la sur la mort des personnes, tiens, ça serait intéressant qu'on se mette en formation continue autour de la table sur cette thématique, qu'est-ce que ça représente, comment on en parle. Mais la formation continue, on a parlé de ce que c'était, mais si on ne la fait pas, quel risque y a-t-il? Donc, on a vu que c'est un manque d'information et de connaissances parce que, on a dit, les publics évoluent, les situations, les règles. Donc, on se met à niveau et on a une meilleure connaissance de la réglementation et de la compréhension du système dans lequel on est. Certes, on travaille auprès des publics, mais ces publics-là, la façon dont on travaille, c'est régi aussi par des politiques publiques et donc on va comprendre tous les strates. Ça redynamise parce que, comme on disait, on peut avoir une perte de motivation, on peut se dire ça fait longtemps que je fais ça, on voit plus trop d'intéressement dans son travail et ça rebooste, ça rebooste dans les équipes, ça redonne un peu une envie de retravailler ensemble, de se reposer, de donner aussi des nouvelles idées, de réorganiser son travail. Ça permet, si on n'a pas de formation, de penser que les équipes sont toujours les mêmes, alors qu'on sait bien que les publics évoluent, qu'on a des publics différents, que la trisomie harmonieuse, il y a un moment a rempli beaucoup d'établissements, mais maintenant, on a d'autres publics qui évoluent, on a des formes d'autisme différents, on a des troubles neurodéveloppementaux qu'on connaissait pas, qu'on mettait pas sous ces mots-là, donc c'est l'occasion aussi de prendre la formation continue pour s'adapter au nouveau public et d'avoir un pas en avant par rapport, ne pas être confronté à ne pas comprendre ou essayer, puis de voir qu'on a la façon de parler avec un public, c'était pas adapté parce qu'entre-temps il a changé. Donc là, c'est de l'anticipation et c'est une meilleure adaptation. Mais souvent, attention, parce que le manque de formation du personnel peut entraîner des mauvaises pratiques. Et s'il y a vraiment des mauvaises pratiques importantes qui amènent à la maltraitance, ce qui peut arriver, ou en tout cas sans le vouloir, c'est de la maltraitance, je dis souvent, c'est pas forcément quelque chose de violent et de volontaire, mais souvent c'est une mauvaise pratique qui est induite et qui est répétée. Et à ce moment-là, dans les établissements, on va demander les plans de développement des formations pour voir si on est passé à côté. Donc c'est quelque chose d'important. Ça veut dire que si vraiment il se passe quelque chose d'important dans l'établissement, l'ARS ou en tout cas les organismes tuteurs demanderont le plan de compétences des 3 dernières années minimum, mais aussi de ce qu'on avait prévu. C'est-à-dire, est-ce qu'on avait anticipé la nouvelle adaptation à des publics, voilà. Donc c'est important pour tout le monde dans l'équipe, mais effectivement aussi et pour éviter les burn-out. Un nouveau. Là, on a eu une formation adaptée pour des nouvelles personnes qui prenaient des formations de chef de service, mais qui n'étaient pas formées à chef de service. Mais on peut pas passer forcément d'éducateur, assistante sociale, psychologue à chef de service sans avoir un minimum sur le management, sur le coaching, sur sa posture, sur sa responsabilité.
Donc, si on ne peut pas être tout de suite formé au CAFERVIS, en 6-8 jours, on a une formation qui va en donner les essentiels. Donc, pour toute cette formation-là, on va avoir des méthodes pédagogiques. Donc, c'est des formations interactives, ça veut dire un petit groupe avec la participation des personnes. C'est ce qu'on spécifie toujours. Ça veut dire que si on va en formation continue sur une formation de 15, on demandera la participation. Ça veut dire que les salariés ne peuvent pas rester en retrait, ils ne peuvent pas ne rien dire, mais en général, il n'y a pas de souci là-dessus. On n'a jamais eu de problème. On va leur demander de participer, de faire sinon des jeux de rôle, s'il y a des sessions, si on a des intercessions, de faire des choses entre deux formations. On a toujours des documents support qu'on peut même donner après, ça veut dire qu'on a organisé sa formation, on a fourni un PowerPoint, on va donner des articles, mais le sujet, parce que justement c'est interactif, ça va passer d'un point à un autre, parfois on va aborder un point qu'on n'avait pas envisagé, mais on pourra compléter la formation par des documents qu'on transmettra à la suite. Et nos formateurs sont formés, ils ont une pratique de terrain, une pratique conceptuelle, c'est-à-dire qu'ils se sont formés sur le sujet sur lequel ils vont devenir experts, et ils sont aussi formés sur la formation d'adultes, voilà, qui est une formation qui est très structurée. On a un programme, on suit un programme, on a un déroulé pédagogique, même si des fois on va faire un écart en fonction du groupe, parce qu'on n'est pas les Stakhanovitch de la formation. Mais voilà, et on est formé à la formation d'adultes, qu'on appelle plutôt de l'andragogie plutôt que de la pédagogie, parce que justement, on va se mettre au niveau. Et on sait qu'en face de nous, on peut aussi avoir des experts. Parfois, il peut manquer des concepts, mais justement, c'est ce groupe-là, c'est cette émulsion qui font que la formation continue a cette spécificité et qu'elle est sur mesure, parce que quand on va amener une situation, c'est la situation de l'établissement. Même si je dis les formateurs, du fait qu'ils étaient sur le terrain, ils ont beaucoup de situations dans les poches. Mais l'idée, c'est de partir de la formation, des exemples qu'ils ont rencontrés et qu'ils vont rencontrer. Mais c'est de se poser à un moment, ne pas agir dans la précipitation, mais dans la réflexion. Donc là, nos thématiques se font donc sur mesure. Elle est liée à l'accompagnement. Donc on a l'analyse de la pratique, on a des techniques professionnelles par exemple sur l'entretien, sur différentes formes d'entretien, sur le recrutement, voilà. On a aussi de l'audit, du coaching, de la réécriture de projet. On a des formations, donc on a dit sur les secteurs très variés, donc petite enfance, handicap, hébergement, structure éclatée, sur plein de thématiques différentes. On peut avoir aussi des formations sur tout type de niveau. Voilà, c'est justement c'est intérêt, on n'est plus sur une phase de niveau, mais sur des objectifs communs, de travail commun sur une thématique commune. On a aussi des formations spécifiques management. On peut proposer des formations sur l'éveil juridique, sur l'adaptation aux nouvelles postures, sur nouvelles enjeux juridiques et les comprendre. Et on a aussi des formations certifiantes. Donc, toutes nos formations sont sur nos sites, donc sur l'IRTS Montrouge, Nessilly, sur Marmot. Il y a marqué sur nos formations continues et après sur les formations courtes et un onglet sur le coaching. Voilà. Et c'est que le haut de l'iceberg, puisqu'on n'a pas encore mis toutes nos formations sur le site. Donc, n'hésitez pas, vous avez une formation, vous souhaitez développer une formation, demandez-nous si on peut vous la proposer. Et en général, à 99%, on vous dira oui. Vous aurez les contacts en fin de PowerPoint pour justement vous permettre de nous solliciter au besoin. Alors, du fait qu'on ait une formation certifiée Calliope, on a un process, et comme je vous l'ai dit, plus la formation, elle est bien construite, c'est comme naf nif nif et nouf nouf. Nous, on fait la maison en briques plutôt que la maison en paille.
bien que rien contre les maisons en paille, mais bon, c'est pas celle qu'on a Ça choisie. prend feu plus facilement. Voilà, surtout avec le réchauffement. Voilà. Donc, certification Calliope, on a un recueil de besoins. Donc, souvent, parfois, on nous donne juste un mot, savoir habiter, mais c'est mieux de se dire pourquoi on a fait cette formation, comment elle est venue, comment a émergé ce besoin et à qui il va s'adresser. On fera donc ce qui nous permet nous de faire un objectif, des contenus, proposer un devis parce que on a des formations justement, on a envie de prendre son temps, on va avoir des formations qu'on va proposer en 3 jours, puis des fois on nous dit ben c'est difficile, on est en surtension dans les établissements, est-ce que c'est possible de la faire en 2 jours? On va la faire en 2 jours. On a aussi des formations, je pense à l'autisme qu'on peut faire aussi en 5 jours avec une personne qui va parler aussi qui est autiste et qui va parler aussi de ce qu'elle rencontre, donc ça va mettre en œuvre, donc on essaye de mettre aussi, donc ça peut pas se faire sur une formation de 2 jours, d'être sur deux formateurs ou 3 formateurs, mais on a aussi des formations qui se complètent. Là, il y a une formation sur le travail social et sur la sociologie des organisations, donc ça va être une semaine avec deux formateurs, 2 thématiques qui sont à la fois liées et différentes. Donc chacun va amener son expertise. Donc voilà. Donc la durée de la formation, le temps disponible, la façon, on peut faire 5 jours une fois tous les 2 jours, une fois par semaine. Voilà, tout est en fonction et ce qui amène des devis différents. On a aussi des modes conférences, donc les tarifs sont différents sur un mode conférence entre si on s'adresse à 50 personnes ou si on fait des formations autour de la table sur 15 personnes. On propose que j'ai pas de plus en plus des thématiques sur mettre en place un comité éthique dans les établissements. Donc là, c'est plusieurs phases. Donc on a des volets, phase 1, phase 2, phase 3. Voilà, donc les dates et les lieux sont aussi importants, savoir à quel moment ça se passe. Donc c'est souvent une anticipation. Ce qui est bien, c'est que souvent au mois d'octobre, on anticipe sur le premier semestre. Et puis quand on voit qu'il nous reste des fonds, à partir de juillet, même juin, juillet, septembre, ça permet de clore les budgets de l'année et puis se dire, bah tiens, on voudrait, si on a de l'argent, on le fait au mois d'octobre. Si on s'aperçoit qu'on peut pas, on le décale en janvier. Et de vérifier la pertinence du lieu. Voilà, que si les professionnels qu'on nous demande de faire en formation, c'est compliqué pour eux parce qu'ils doivent être loin de chez eux et on leur demande d'être à 9 heures, de traverser toute l'île de France, on sait que ça ne va pas fonctionner. Donc nous, on a 3 lieux différents, c'est l'occasion de se dire que ce soit chez nous ou dans vos établissements. Une fois que le devis est signé et la proposition proposée, on établit une convention et à la suite de cette convention, ça veut dire que voilà, c'est bien parti, tout est cadré et à ce moment-là, un mois avant ou un mois et demi avant, vous nous donnez la liste des participants et la feuille d'émargement. Un mois avant, c'est bien, ça montre bien que dans les établissements, là, il y a la réflexion des personnes qui ont été choisies, elles aussi, elles peuvent s'organiser. Et puis, on fera aussi des évaluations sur les objectifs, sur la formation. Au sein des RTS, vous avez 2 interlocuteurs privilégiés, l'assistante de la formation et la chargée de mission, moi-même. Et ce qui est l'idéal, c'est de caler toute la formation 40 jours avant. Ça, c'est l'idéal. Ouais. C'est très rare. Mais il faut toujours viser l'idéal. Mais on s'adapte voilà, on peut faire des formations en urgence, voilà, tout est possible. On aime bien des fois aussi, même dans un peu d'urgence, un peu de stress. Voilà. Donc le coût de la formation, c'est un coût individuel pour les formations en intra. Donc vous avez tous nos tarifs sur le site. On a des formations avec des tarifs un peu différents. Notamment, actuellement, on est en train de déployer la formation accompagnateur VAE parce que on est très demandé pour la VAE, donc on forme beaucoup de personnes sur la VAE et on s'est dit on va faire des liens. Donc on a aussi des formations quand on est en VAE, on vous fait des propositions de formation.
les lois, le partenariat, dans lesquels s'inscrivent aussi des personnes en formation continue. Donc ça remet du dynamisme. Et puis aussi, comme on a beaucoup déployé la VAE, on souhaite que nos accompagnateurs VAE soient de qualité, et donc on fait une formation de 4 jours sur la formation accompagnateur VAE. Donc nos prix sont à peu près homogènes, mais suivant les formations, il va y avoir des tarifs un peu différents. Quand c'est la formation en intra, on est assez clair, sauf cas exceptionnel, c'est-à-dire sur le nombre, si on n'est pas sur la formation en intra. Mais la formation en intra pour 15 personnes, on est à 200 € de l'heure sur des journées de formation de 6 ou 7 heures. Nos formations, du fait qu'on a formé Calliope, qu'on a un process qui va de la proposition à la feuille d'émargement et qui certifie la présence, elles sont remboursées par l'OPCO, elles peuvent être financées par l'OPCO, par les OPCO. Et puis, on peut aussi faire de la formation dans les crédits non reconductibles. Donc, on va vous donner aussi des éléments pour demander une formation dans les crédits non reconductibles. Qui, du coup, par exemple, vous avez une évaluation sur la formation et on se dit, il faut vraiment former sur la participation des personnes, sur La la bientraitance. bientraitance. Voilà, c'est des points, on sait, qui sont bons. Et ben on va sur un groupe de l'analyse de la pratique en se disant, voilà. Donc c'est des crédits non reconductibles. On peut vous aider justement quand vous les demandez, à vous aider à faire une proposition qui va dans ce sens-là, qui vont vous donner des éléments pour que vos crédits non reconductibles soient soutenus. Et puis, vous êtes aussi, quand on est responsable d'établissement, on a un peu la tête sous l'eau, et donc nous, on peut vous accompagner à faire votre programme de formation sur l'année, sur plusieurs années, sur les axes de travail, parce que parfois, c'est mieux de réfléchir à plusieurs. Et ça arrive aussi que on nous dit, voilà, j'ai tant d'argent et je voudrais monter des formations sur telle thématique, et donc nous, on va vous aider à construire un programme qui va prendre les thématiques et votre budget. On va s'adapter au budget. Voilà, ça peut aussi, on comprend, voilà. On a été ancien directeur d'établissement, donc on sait voilà, l'intérêt. Donc les contacts maintenant, pour qu'on puisse mettre en musique toutes ces notes qui vous ont été présentées. Donc Françoise, qui a brillamment présenté tout le dispositif, donc chargé de mission, appel d'offres et formation continue. Et puis Dounia Mdaoui, qui est effectivement assistante du service et qui vous accompagneront pour soit affiner le besoin, soit confirmer la potentielle réponse qu'on peut vous faire à une demande, et puis l'accompagnement tout au long de l'action de formation. Voilà, alors il y a quelques questions, alors peu nombreuses, mais 2 questions quand même dans le chat discussion. Donc une question de Sylvia, en espérant qu'elle soit toujours là, parce que la question a été posée il y a 40 minutes. Donc la question de Sylvia, c'est: est-il possible de faire une formation avec son CPF? Naturellement, mais il faut que la formation soit certifiante. Donc, soit qu'elle soit inscrite au répertoire national des certifications professionnelles, RNCP, soit au répertoire spécifique. Et donc là, depuis votre compte formation, vous avez toute la liste des formations qui peuvent bénéficier d'une d'une prise en charge par le biais de votre CPF. Et donc, une deuxième question de Marin, qui nous explique qu'il est bénévole, qu'elle est bénévole dans une association et qu'elle souhaiterait faire la formation PSSM qui prend en charge. Alors, c'est une très bonne question. Pour les bénévoles, il y a effectivement ce qu'on appelle le compte engagement citoyen, qui permet de collecter quelques sommes par année, dans la limite de 720 ou 740 euros, pour justement pouvoir bénéficier d'actions de formation. Alors, même principe, il faut qu'elle soit certifiante. PSSM ne l'est pas. Donc PSSM n'apparaît pas sur mon compte formation. Sur les conditions qui vous permettraient
de créditer votre compte formation dans le cadre de votre bénévolat. Donc, il faut justifier de 200 heures de bénévolat l'année d'avant de la déclaration et de justifier sur ces 200 heures, 200 heures dans la même association. Donc, tout ça est très, très complexe, mais en tout cas, c'est un dispositif qui existe. Mais il faut aussi créer son compte bénévole. Donc là, on est sur des sites internet des différents ministères qui finissent par .gouv.fr. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette présentation qui vous a été faite? Je pense que Françoise a été très complète sur le sujet. Moi aussi, j'ai appris des choses, formidable. Donc, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons évidemment vous remercier d'avoir assisté à ces 50 minutes de webinaire et on vous dit à très bientôt et surtout n'hésitez pas à nous solliciter si vous aviez des besoins. Merci Françoise. Merci Julien. Et puis merci à Louise Mirin qui est derrière. Service communication de l'IRTS qui organise ça toujours de façon très professionnelle et très confortable pour vous comme pour nous. Merci et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.